En novembre 2025, un général ouest-africain a arraché son pays à l'ordre régional établi. En quittant l'organisation qui encadrait l'intégration et la sécurité depuis près de 50 ans, il promet la souveraineté, tout en ouvrant un vide institutionnel que personne ne laissera longtemps inoccupé. Alors, pour un État fragile, est-ce un gain d'autonomie ou une exposition accrue ? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il la référence revendiquée par cette nouvelle vague de junte du Sahel jusqu'à la côte ? La réponse se cache dans un détail géographique et stratégique, rejoindre l'AES et offrir un accès direct à l'Atlantique. Cette analyse promet une chose précise, clarifier ce que ce réalignement change réellement au-delà des slogans de souveraineté. En 10 minutes, le spectateur comprend les risques concrets, les gagnants potentiels et les coûts de cachés. L'enjeu immédiat n'est pas idéologique, il est opérationnel. Quitter un cadre régional signifie renoncer à des mécanismes éprouvés de médiation, de commerce et de coordination sécuritaire, sans garantie qu'une architecture alternative puisse les remplacer à court terme. Dans ce contexte, l'AES apparaît comme une promesse de liberté stratégique, mais aussi comme un pari institutionnel. Elle mise sur la solidarité entre régimes militaires, la priorité donnée à l'autonomie nationale et le refus assumé des pressions occidentales. Ce choix s'inscrit dans une dynamique plus large, déjà observée au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où l'exemple d'Ibrahim Traoré a redéfini le langage politique dominant. La question centrale devient alors simple mais décisive. Cette rupture offre-t-elle une capacité réelle d'agir ou seulement un récit mobilisateur face à des contraintes structurelles inchangées ? La rupture n'est pas symbolique, elle est mesurable. En moins d'un mois, un État historiquement instable a quitté un bloc régional de 15 membres pour rejoindre une alliance composée de 3 régimes militaires sans littoral. Ce seul mouvement a modifié un paramètre clé de l'équation régionale, l'accès direct à l'océan Atlantique, jusque-là hors de portée pour l'alliance des États du Sahel. Pour comprendre pourquoi ce basculement compte, il faut revenir au rôle initial de l'organisation régionale quittée. Elle avait été conçue pour assurer 3 fonctions centrales: coordonner la sécurité collective, faciliter l'intégration économique et offrir un cadre de résolution des crises politiques. Pendant près de 50 ans, ce dispositif a servi de colonne vertébrale à l'Afrique de l'Ouest institutionnelle. Mais ces dernières années, les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont mis à nu ses limites. Les sanctions décidées ont été contournées, puis levées, sans produire les effets attendus. L'autorité formelle a persisté, mais la capacité d'imposition s'est érodée. C'est dans cette brèche qu'émerge l'AES. Elle ne se présente pas comme une organisation technocratique, mais comme un pacte de survie politique entre juntes. Son discours privilégie la souveraineté, la sécurité militaire et la rupture avec les cadres perçus comme néocoloniaux. Dans ce récit, la référence à Ibrahim Traoré joue un rôle structurant. Son arrivée au pouvoir en 2022 et son positionnement frontal contre les partenariats occidentaux ont fourni un modèle narratif et stratégique que d'autres régimes reprennent désormais. Le départ récent ne crée donc pas une crise isolée. Il révèle une transformation plus profonde, la coexistence naissante de 2 visions concurrentes de l'ordre régional. D'un côté, un multilatéralisme affaibli mais institutionnalisé. De l'autre, un bloc militaire plus souple, idéologiquement cohérent, mais encore largement non éprouvé. Pour saisir l'impact concret de ce réalignement, il faut quitter les déclarations officielles et observer les premiers effets sur le terrain politique. Le général qui a conduit la rupture n'est pas perçu comme un idéologue isolé, mais comme un acteur pragmatique cherchant une protection régionale immédiate. Dans un État marqué par des décennies d'instabilité, de coups d'État et d'ingérences extérieures, l'objectif premier reste la survie du régime. Très tôt, ce choix a produit un effet de signal. En rejoignant l'AES, le pays s'est inséré dans un réseau où la légitimité ne repose pas sur des élections reconnues, mais sur la capacité à maintenir l'ordre et à affirmer l'indépendance nationale. Cette logique rappelle celle déjà à l'œuvre au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré a consolidé son pouvoir en combinant discours souverainiste et contrôle militaire resserré. Le parallèle n'est pas anodin,
car il offre un mode d'emploi implicite à d'autres juntes. Dans les semaines suivant l'annonce, les réactions régionales ont confirmé cet impact précoce. Les partenaires de traditionnels sont restés prudents, tandis que les membres de l'AES ont salué un renforcement stratégique du bloc. L'accès potentiel au littoral a été présenté comme une avancée décisive, même si aucune infrastructure nouvelle n'existe encore pour en tirer parti. Sur le plan interne, la décision a aussi servi de levier politique. Elle a permis de recentrer le débat national sur la souveraineté et de marginaliser, au moins temporairement, les critiques liées à la gouvernance ou à l'économie. Concrètement, ce que cela signifie est simple. Cette rupture n'est pas seulement un choix diplomatique, c'est un outil de stabilisation du pouvoir à court terme. Tout commence par un déclencheur politique clair. Après la prise de pouvoir militaire, la relation avec l'organisation régionale entre rapidement en tension. Les échanges deviennent formels, puis distants. Les avertissements se succèdent, mais aucune négociation substantielle ne s'ouvre. En quelques semaines, la décision est actée. Il ne s'agit ni d'une suspension ni d'une menace, mais d'un départ unilatéral, assumé comme une rupture stratégique. Vient ensuite la phase de bascule. Le retrait est présenté comme un rejet d'un ordre régional jugé inefficace et trop aligné sur des intérêts extérieurs. Le discours officiel insiste sur la souveraineté, la fin des ingérences et la nécessité de choisir ses propres partenaires. Ce cadrage n'est pas improvisé. Il reprend presque mot pour mot les éléments de langage déjà utilisés par les juntes sahéliennes, en particulier au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, où la dénonciation des sanctions et des cadres multilatéraux occidentaux a servi de fondement à la consolidation du pouvoir. Le point culminant intervient avec l'annonce d'adhésion à l'Alliance des États du Sahel. Ce geste transforme un acte politique national en événement géopolitique régional. Pour l'AES, l'enjeu est immédiat. Sortir de l'enclavement. Jusque-là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dépendaient entièrement de corridors contrôlés par des États membres de l'organisation qu'ils contestent. L'arrivée d'un pays côtier change la donne sur le papier, en ouvrant la perspective d'un accès maritime autonome. Les répliques ne tardent pas. Les États restés fidèles à l'ordre régional observent sans réaction spectaculaire, mais l'inquiétude est palpable. Si un État fragile peut quitter sans conséquence immédiate, le précédent est posé. Dans le même temps, les membres de l'AES mettent en scène l'unité du bloc, multipliant les déclarations sur la coopération militaire, la sécurité collective et l'indépendance stratégique. L'événement est présenté comme une validation du projet alternatif. Cependant, derrière cette dynamique, les contraintes apparaissent rapidement. Aucun port n'est modernisé du jour au lendemain. Les routes commerciales restent insuffisantes. Les forces armées demeurent fragmentées et sous-équipées. La promesse stratégique précède largement la capacité réelle. Cette tension entre ambition et moyens rappelle l'expérience burkinabé récente, où Ibrahim Traoré a su mobiliser un récit puissant, mais s'est heurté à des limites économiques et sécuritaires persistantes. À ce stade, la chronologie révèle une logique cohérente. D'abord, rompre avec un cadre perçu comme contraignant, ensuite s'arrimer à un bloc idéologiquement compatible, enfin transformer ce réalignement en outil de légitimation interne et externe. Ce n'est pas une improvisation, mais une séquence calculée, pensée pour maximiser les gains politiques à court terme. La question n'est donc plus de savoir comment les événements se sont enchaînés, mais ce qu'ils produisent réellement une fois l'effet d'annonce dissipé. Avant la rupture, le cadre régional offrait un socle minimal mais identifiable. Après la rupture, ce socle disparaît sans être remplacé. C'est ce passage, du point de départ vers l'écart, qui permet de mesurer l'ampleur réelle du pari engagé. D'abord, un premier élément ressort, le poids institutionnel. Avant le départ, l'État bénéficiait de l'accès à un ensemble de mécanismes régionaux couvrant 15 pays. Après l'annonce, cet accès tombe à un cercle restreint de 4 membres au sein de l'AES. La réduction n'est pas seulement numérique, elle signifie moins de forums diplomatiques, moins de leviers collectifs et une capacité amoindrie à peser dans les arbitrages régionaux. Autrement dit, la visibilité politique augmente dans un camp mais diminue dans l'autre. Ensuite,
un deuxième élément apparaît, l'économie régionale. Le cadre quitté regroupait un marché de plus de 400 millions d'habitants. L'alliance rejointe en représente une fraction bien plus limitée. Cet écart change la nature des échanges possibles. Là où l'intégration régionale offrait des corridors commerciaux diversifiés, le nouveau bloc mise sur une réorientation progressive vers des partenariats non occidentaux et bilatéraux. Cette transition n'est pas immédiate. Elle suppose des investissements lourds et une stabilité durable, conditions encore absentes. Puis un troisième élément concerne la sécurité collective. Le dispositif régional d'origine reposait sur des mécanismes formels d'intervention et de médiation, certes imparfaits, mais institutionnalisés. Leur abandon crée un vide. L'AES promet une coordination militaire plus directe, fondée sur la solidarité entre régimes. Sur le papier, cela réduit les délais de décision. En pratique, les capacités cumulées restent limitées. La coopération repose davantage sur l'intention politique que sur des moyens opérationnels robustes. Ces chiffres et écarts expliquent à pourquoi la référence à Ibrahim Traoré revient systématiquement dans les discours justificatifs. Son expérience au Burkina Faso sert de point de comparaison implicite. Là aussi, le choix a été fait de sacrifier une partie des soutiens multilatéraux au profit d'une autonomie revendiquée. Le écart observé est double, une popularité politique renforcée à court terme, mais des résultats économiques et sécuritaires plus ambigus à moyen terme. Pris ensemble, ces éléments montrent que la décision ne peut être évaluée uniquement à l'aune du symbole. Les données disponibles dessinent un échange clair, moins d'intégration formelle contre plus de marge idéologique. La question centrale devient alors celle du rendement. À quel moment et sous quelles conditions ce nouveau cadre produira-t-il des bénéfices tangibles comparables à ceux qu'il remplace ? C'est cette interrogation, chiffrée mais encore sans réponse définitive, qui structure la suite du débat. Les défenseurs de ce réalignement avancent deux arguments solides qu'il faut prendre au sérieux. D'abord, le cadre régional quitté aurait perdu toute crédibilité opérationnelle. Les sanctions imposées après les coups d'État n'ont ni restauré l'ordre constitutionnel, ni amélioré la sécurité. Elles ont surtout renforcé le ressentiment populaire contre une institution perçue comme punitive et alignée sur des intérêts extérieurs. Dans cette lecture, rester aurait signifié accepter une discipline inefficace, sans contrepartie tangible. Quitter devient alors un acte rationnel de désengagement. Ensuite, l'AES offrirait une cohérence politique absente ailleurs. Les régimes militaires qui la composent partagent des priorités similaires, des contraintes comparables et une même méfiance vis-à-vis des conditionnalités occidentales. Cette homogénéité réduirait les frictions internes et permettrait des décisions plus rapides. Le modèle promu par Ibrahim Traoré est souvent cité ici comme preuve qu'une gouvernance recentrée sur la souveraineté peut mobiliser l'opinion et restaurer un sentiment de contrôle national. Ces arguments ne sont pas sans fondement. Le bloc régional traditionnel a effectivement montré des limites structurelles, et la coordination entre États aux issues politiques divergentes est devenue de plus en plus difficile. De plus, l'attrait symbolique d'un projet alternatif répond à une fatigue réelle vis-à-vis des modèles de développement imposés de l'extérieur. Cependant, la contre-lecture repose sur des éléments tout aussi factuels. La rapidité décisionnelle ne compense pas l'absence de capacité. Une alliance de régimes fragile ne devient pas automatiquement robuste par simple agrégation. Les défis sécuritaires, économiques et institutionnels restent essentiellement nationaux, et leur résolution exige des ressources que l'AES ne possède pas encore collectivement. L'expérience burkinabé, sous Ibrahim Traoré, illustre cette tension. Le récit souverainiste a renforcé la légitimité politique, mais les résultats concrets en matière de sécurité et de croissance demeurent inégaux. Ainsi, le cœur du débat n'oppose pas idéologie et pragmatisme, mais promesse et mise en œuvre. Reconnaître la force des arguments pro-réalignement n'efface pas la question centrale. Une architecture alternative peut-elle produire, dans les faits, ce que l'ancienne n'a pas su garantir ? Ce détail géographique, longtemps secondaire, devient le pivot du réalignement. Jusqu'ici, l'alliance des États du Sahel restait enfermée dans une contrainte structurelle, l'enclavement.
Mali, Burkina Faso et Niger dépendaient de corridors contrôlés par des voisins appartenant à l'ordre régional qu'ils contestent. Cette dépendance limitait leur marge de manœuvre économique, logistique et militaire. L'adhésion d'un État côtier bouleverse cette équation. Elle offre, au moins théoriquement, une ouverture directe vers l'Atlantique, des routes commerciales alternatives et une profondeur stratégique nouvelle. Pour l'AES, c'est une promesse de respiration. Pour ses dirigeants, c'est un argument de crédibilité. L'alliance ne serait plus seulement idéologique, mais fonctionnelle. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens. Son discours n'a jamais porté uniquement sur la rupture avec l'Occident, mais sur la reconquête des leviers matériels du pouvoir. Ports, routes, ressources. Sans ces infrastructures, la souveraineté reste abstraite. Le modèle qu'il incarne sert désormais de cadre interprétatif à cette expansion vers la côte. Mais cette révélation a un revers. L'accès maritime n'est pas une capacité en soi. Il exige des investissements, une sécurité durable et une coordination régionale réelle. Sans cela, le changement reste cartographique, non opérationnel. À mi-parcours, ce constat clarifie donc l'enjeu. Le pari ne se joue plus sur le principe de rupture, mais sur la capacité à transformer un avantage géographique en pouvoir effectif. Pour les États membres de l'AES, l'effet est d'abord stratégique. L'intégration d'un pays côtier renforce la crédibilité du bloc comme alternative régionale. Elle élargit son espace d'action et lui permet de se projeter au-delà du Sahel. Cette évolution consolide le récit d'autonomie défendu par ses dirigeants et en particulier par Ibrahim Traoré, dont la vision se trouve implicitement validée par l'adhésion d'un nouvel allié. Pour les entreprises, le tableau est plus contrasté. À court terme, l'incertitude domine. Quitter un cadre régional intégré signifie perdre l'accès automatique à certains accords commerciaux et à des mécanismes de protection juridique. Les investisseurs traditionnels hésitent, tandis que de nouveaux partenaires, souvent non occidentaux, explorent prudemment le terrain. À moyen terme, la promesse d'un accès maritime alternatif pourrait ouvrir des opportunités logistiques, mais seulement si les infrastructures suivent. Sans port modernisé ni routes sécurisées, le potentiel reste théorique. Pour les citoyens, les conséquences sont indirectes mais réelles. Le discours souverainiste peut renforcer le sentiment de fierté nationale et de contrôle du destin collectif. Cependant, les bénéfices matériels tardent à se manifester. Les prix, l'emploi et les services publics dépendent toujours d'une économie fragile et peu diversifiée. Le risque est que l'élan politique masque temporairement des difficultés structurelles persistantes. À l'échelle régionale, enfin, le choc est institutionnel. Le cadre multilatéral traditionnel perd un membre sans réaction coercitive notable, ce qui affaiblit sa crédibilité. D'autres États observent attentivement. Si la transition se déroule sans coût majeur apparent, le précédent devient tentant. Cette dynamique accentue la fragmentation de l'Afrique de l'Ouest en sphères d'influence concurrentes. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré continue de servir de référence transversale. Il n'est pas seulement un dirigeant national, mais un symbole de cette bifurcation régionale. Son expérience nourrit à la fois l'espoir d'une autonomie retrouvée et la crainte d'un isolement prolongé. Au total, les conséquences concrètes dessinent un paysage ambivalent. Le réalignement offre une marge de manœuvre politique accrue, mais au prix d'une incertitude économique et institutionnelle significative. Les gagnants et les perdants ne sont pas encore clairement identifiés, car le pari se joue dans le temps. La question qui s'impose désormais est simple. Qui parviendra à transformer ce moment de rupture en avantage durable et qui en paiera le coup ? Une première issue plus prudente repose sur une continuité contrôlée. Le réalignement politique se maintient, mais sans transformation structurelle rapide. L'AES consolide son discours, multiplie les sommets et les annonces de coopération, tandis que les contraintes matérielles persistent. L'accès maritime existe sur le papier, mais les infrastructures avancent lentement. Dans ce cadre, la situation intérieure reste stable, sans amélioration notable, et l'équilibre régional demeure fragile mais gérable. Une issue plus favorable suppose un enchaînement plus favorable. Des investissements ciblés, des partenariats extérieurs efficaces et une coordination militaire crédible permettent de convertir l'ouverture côtière en levier économique réel.
Les routes commerciales se sécurisent progressivement, les échanges augmentent et le bloc gagne en autonomie stratégique. Cette issue s'aligne avec la promesse portée par des figures comme Ibrahim Traoré, où la souveraineté s'accompagne de résultats tangibles. Il reste toutefois conditionné à une capacité institutionnelle encore incertaine. Une issue plus sombre, enfin, met en lumière les risques du pari. L'isolement diplomatique s'accentue, les financements se raréfient et les tensions internes s'aggravent. L'AES peine à dépasser le stade du symbole et l'accès maritime ne produit aucun effet concret, faute de moyens. Dans ce cas, la rupture avec l'ancien cadre régional apparaît rétrospectivement comme un facteur de vulnérabilité accrue plutôt que d'émancipation. Ces trois issues ne sont pas exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister selon les domaines. L'erreur serait de penser que le choix politique détermine automatiquement l'issue. Les variables décisives résident dans l'exécution, la gouvernance et la capacité à transformer un récit en politiques opérationnelles. Ce qui ressort, c'est une recommandation prudente. Observez moins les déclarations et davantage les signaux faibles. Les budgets, les chantiers, les alliances effectives diront plus que les discours. À moyen terme, ce sont ces indicateurs concrets qui trancheront entre affirmations souveraines et paris coûteux. La vraie question n'est pas quelle issue est souhaitable, mais lequel devient progressivement inévitable. Pour un décideur public, ce réalignement oblige à revoir des réflexes établis. Les cadres régionaux ne sont plus des constantes fiables, mais des options parmi d'autres. Cela signifie anticiper des coopérations plus fragmentées, des alliances à géométrie variable et une diplomatie plus transactionnelle. Le message est clair, l'environnement devient moins prévisible et la marge d'erreur se réduit. Pour les acteurs économiques, l'impact est plus immédiat. Les règles du jeu changent sans toujours être clarifiées. Les garanties juridiques, les facilités commerciales et les mécanismes d'arbitrage régionaux perdent de leur évidence. Dans ce contexte, chaque décision d'investissement devient un pari sur la stabilité politique future. Le modèle promu par Ibrahim Traoré, souvent cité comme source d'inspiration, montre que la cohérence idéologique peut rassurer une partie de l'opinion, mais elle ne remplace pas des cadres économiques lisibles. Pour les citoyens, enfin, la transformation est moins abstraite qu'il n'y paraît. Elle se traduit par des choix budgétaires, des priorités sécuritaires et des arbitrages sociaux. Le discours de souveraineté peut renforcer le sentiment d'appartenance et de dignité nationale. Mais si les services publics stagnent ou si l'insécurité persiste, ce capital symbolique s'érode rapidement. Ces trois niveaux se croisent dans une même interrogation. Que vaut une promesse politique lorsqu'elle entre en collision avec le quotidien ? La force de ce moment réside dans sa capacité à projeter un avenir différent. Sa fragilité tient à l'écart potentiel entre le récit et l'expérience vécue. Regarder cette situation, c'est donc s'interroger sur sa propre tolérance au risque collectif. À partir de quel point l'affirmation de souveraineté cesse-t-elle d'être mobilisatrice pour devenir un coût assumé, voire subi ? Si ce réalignement doit produire autre chose qu'un signal politique, une séquence d'actions concrètes s'impose. D'abord, la priorité est la sécurité. À court terme, il faut formaliser la coordination militaire au sein de l'AES, avec des mécanismes clairs de partage du renseignement et de protection des axes stratégiques. Sans stabilité minimale, aucun projet économique ne peut suivre. Ensuite, il s'agit des infrastructures. Ports, routes et capacités logistiques doivent passer du discours au chantier. Cela implique de définir qui finance, qui construit et selon quel calendrier. L'expérience du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, montre que l'État peut impulser des projets, mais que leur exécution dépend de compétences techniques et de ressources rares. La feuille de route doit donc intégrer des indicateurs simples. Kilomètres réhabilités, capacités portuaires effectives, délais mesurables. Puis, la gouvernance économique. Réduire la dépendance au cadre financier traditionnel suppose de mettre en place des alternatives crédibles. Cela passe par des partenariats ciblés, une gestion rigoureuse des recettes et une transparence minimale pour éviter que la souveraineté proclamée ne se traduise par une captation interne des ressources. Ici, le risque n'est pas externe, mais institutionnel. Après cela, la légitimité interne.
La consolidation du pouvoir militaire ne peut durablement reposer sur la seule rhétorique. Des résultats visibles, même modestes, doivent être livrés à des échéances claires. Routes fonctionnelles, sécurité améliorée, accès aux services essentiels deviennent des métriques politiques. Enfin, un dernier fil conducteur traverse toutes les autres, la communication maîtrisée. Moins d'annonces, plus de bilans intermédiaires. C'est à ce prix que le pari engagé pourra être évalué objectivement. Cette méthode de travail ne garantit pas le succès. Elle fixe cependant une condition minimale: transformer une rupture idéologique en issue gouvernable. Au cœur de ce réalignement, une image revient comme un motif discret mais persistant, celle d'un État fragile cherchant une ancre dans un environnement régional instable. Ce n'est pas seulement une affaire de traité ou d'alliance, mais une quête de cohérence dans un espace politique fragmenté. Le choix opéré s'inscrit dans une dynamique plus large, portée par des figures qui ont su transformer la rupture en récit mobilisateur. Ibrahim Traoré incarne cette grammaire nouvelle. Son parcours et son discours ont offert un langage commun à des régimes confrontés à des contraintes similaires. En s'y référant, d'autres juntes cherchent moins à l'imiter qu'à s'inscrire dans une même temporalité historique, celle d'une seconde vague de souveraineté africaine. Le symbole est puissant, car il promet une sortie de la dépendance et une réappropriation du destin national. Mais l'émotion ne suffit pas à construire des institutions. La vraie épreuve commence après l'annonce, lorsque l'attention médiatique retombe et que les promesses rencontrent la réalité. Routes à bâtir, économies à stabiliser, sécurité à assurer. Ces tâches sont moins spectaculaires que les ruptures diplomatiques, mais infiniment plus déterminantes. La phrase d'ancrage est simple: la souveraineté proclamée n'est qu'un point de départ. Elle invite à regarder au-delà du geste et à juger ce moment non sur son audace, mais sur ce qu'il produira durablement pour les populations concernées. Ce réalignement pose une question qui dépasse largement un seul pays ou une seule alliance. Il interroge la manière dont les États africains redéfinissent aujourd'hui leur place dans un système international perçu comme asymétrique. Entre cadres multilatéraux affaiblis et blocs alternatifs encore fragiles, l'espace de décision se rétrécit, mais il ne disparaît pas. L'issue observée, inspirée en partie par des figures comme Ibrahim Traoré, met en lumière une aspiration réelle à reprendre la main sur les leviers politiques et économiques. Elle révèle aussi les risques d'un chemin où le symbole précède souvent la capacité. Ni condamnation automatique, ni célébration naïve ne suffisent à en rendre compte. Pour le spectateur, l'enjeu est intellectuel autant que civique. Comprendre ces dynamiques, c'est mieux lire les signaux faibles qui façonneront la prochaine décennie ouest-africaine. C'est aussi accepter que les réponses ne soient ni immédiates ni binaires. Alors, une question reste ouverte, volontairement. Dans un monde où les institutions traditionnelles perdent en crédibilité, l'avenir appartient-il au bloc alternatif, fondé sur la souveraineté, ou à une réforme profonde du multilatéralisme existant ?